utopie, quand on entend ce mot, on pense au texte classique, socialisme utopique, socialisme scientifique, Fourier d'un côté, Engels de l'autre et Marx d'une certaine manière. Alors, l'utopie, c'est effectivement un mouvement qui naît avec les idées socialistes au départ. Oui, alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire la nécessité d'historiciser d'emblée la façon d'aborder les utopies plutôt que l'utopie avec un grand U. Alors, si on fait une généalogie, mais sans jamais, de toutes les manières, prétendre à un point de départ absolu, ce qui serait impossible, je pense qu'il faut revenir quand même un instant sur ce qui a été décisif dans le basculement et qui est la genèse du mot utopie, qui est quand même l'apport de Thomas More. Et avant de revenir sur ce moment important que vous signalez, qui est le 19e siècle avec les utopies socialistes. Alors, Thomas More, donc, comme on le sait, chanoine, homme politique, qui a été chancelier de Henri VIII, a joué quand même un rôle déterminant pour l'invention et la diffusion de ce geste littéraire novateur qui est l'écriture utopique. Alors, comme on le sait, le livre Utopie, qui paraît en 1516, est novateur au sens où il produit une innovation qui est l'invention imaginaire d'une autre société. Donc, l'île d'Utopie, en l'occurrence, qui est peuplée de 54 villes, dans lesquelles les gens mangent à leur faim, travaillent 6 heures par jour, ce qui n'est pas des masses, et qui contraste par la douceur de vivre, même si tout n'y est pas parfait en réalité, mais qui contraste par la douceur de vivre avec l'Angleterre des Tudors, qui est marquée par les guerres, la famine, les inégalités sociales, etc. Donc, il y a une brèche qui s'ouvre, c'est la possibilité d'une pensée de l'écart. Cette pensée d'écart par rapport à l'existant, et c'est ça, fondamentalement, qui est central dans la pensée de l'utopie telle que More l'imagine et l'invente, c'est moins, au fond, l'invention d'un pays bienheureux, auquel on associe souvent, en réalité, l'utopie, que cette capacité à faire écart avec l'existant. Et donc, l'utopie, et Miguel Abensour, qui a beaucoup travaillé sur la question utopique, le disait, l'utopie est fondamentalement négative dans son essence, c'est-à-dire qu'elle marque une négation par rapport à l'existant. Et c'est en cela, me semble-t-il, que Thomas More est central. Alors, bien sûr, Thomas More est le produit de son époque. On ne peut pas séparer cette question, cette invention de l'île d'utopie, par exemple des 95 thèses de Luther qui vont être édictées un an après l'utopie de Thomas More. On ne peut pas ne pas séparer l'utopie du fait que 1492, c'est pas très loin, on a découvert des nouveaux mondes. Donc il y a tout un ensemble qui fait que la façon de penser le monde eh bien, va se transformer. Le divin n'est plus forcément la seule référence pour penser l'organisation des sociétés, et d'autres mondes possibles, à l'instar de celui qui a été découvert en 1490, sont possibles. Voilà, donc basculement important avec Thomas More, sur lequel je souhaitais insister parce que ça a été vraiment fondateur pour la pensée de l'utopie. Alors, ce qui est vrai, c'est que l'utopie a eu souvent mauvaise presse, à tort, je crois, dans la mesure où souvent on l'a associé à des organisations de société tirées au cordeau, quasiment totalitaires, etc. Là aussi, Miguel Abensour a bien montré que c'était une façon fausse de penser l'utopie, et que les utopies, au contraire, ont toujours été des saillances émancipatrices, et à commencer par les sociétés dans lesquelles le contrôle social était quasiment total. L'utopie était une façon de réagir au contrôle. Et du coup, ça nous mène effectivement sur ce moment important qui a été pour l'histoire des utopies, qui était le 19e siècle, où on a recomposé d'une certaine manière cette pensée utopique dans l'urgence de ce qu'on appelait la question sociale, donc dans un moment où se recompose une société où l'industrialisation, l'urbanisation, les inégalités vont faire des ravages sociaux. Et ce n'est pas un hasard donc si l'utopie connaît une nouvelle jeunesse, mais dans une configuration historique complètement différente, bien sûr, de celle de Thomas More.
Vous évoquiez le fait que Marx et Engels ont été parmi ceux qui ont redonné du lustre, d'une certaine manière, en prenant mais en même temps leur distance avec l'utopie, c'est vrai. En 1845 exactement, Marx et Engels réfléchissent à la constitution d'une bibliothèque socialiste dans laquelle ils veulent éditer toute une série d'auteurs dont les textes, depuis Thomas More, Platon jusqu'à Cabet et Fourier, peuvent nous aider à pratiquer ce qu'un des spécialistes français d'utopie, Rouillet, appelait des exercices mentaux de latéraux possibles. C'est-à-dire qu'on imagine d'autres mondes possibles. Et puis finalement, ils vont largement renoncer à ce projet, mais cette idée de mettre en ordre les formes ou les familles d'utopie va renaître, et notamment on trouve une célèbre typologie dans le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, en disant il y a 3 types de socialisme. Il y a un socialisme réactionnaire, Sismondi, il y a un socialisme plutôt conservateur, Proudhon, et puis il y a ce qu'on appelle, s'ils appellent, le socialisme et le communisme critico-utopique. Et le terme de critico-utopique est important, même s'il n'a jamais été repris, parce qu'il montre que derrière l'utopie, la critique est nécessaire. Donc il n'y a pas d'utopie sans critique de l'existant. Et là, ils vont penser bien sûr à Cabet, à Fourier, etc. Alors s'il faut déplier l'utopie socialiste au XIXe siècle, il me semble qu'un moyen commode de rendre raison de ces utopies, c'est de filer une métaphore que vous me permettrez de filer, en disant qu'il y a 3 grandes familles d'utopies, me semble-t-il. Il y a ce qu'on pourrait d'abord appeler les utopies nocturnes, c'est-à-dire des façons de remettre par l'écriture et par l'imagination en question la société existante, mais par le biais d'une écriture qui a lieu à la marge de la société, souterraine, opaque, etc. Et le grand mérite revient à Jacques Rancière d'avoir su mettre en lumière, c'est le cas de le dire, des travaux de gens comme Goni, un philosophe menuisier, qui a imaginé une autre société fondée sur un principe qu'il appelait l'économie cénobitique, c'est-à-dire une économie alternative à celle qu'on pouvait observer dans la société du XIXe siècle, fondée sur l'ascèse. Et donc l'ascèse, le fait de ne pas beaucoup consommer, était un instrument révolutionnaire pour pouvoir imaginer une société émancipée. Et Goni préconisait également le travail à la tâche versus le travail à la journée dans la société cénobitique qu'il voulait développer, etc. Donc on a comme cela tout un ensemble de textes souterrains qui ont traversé et qui ont été en tension avec les pratiques existantes et dont certaines figures ont été théorisées par Denis Poulot sous la figure du sublime, qui, vous voyez, cet ouvrier politisé qui a une capacité par lui-même à penser un autre monde. Première famille. Deuxième famille, moins connue, parce que très marginale, c'est ce qu'on pourrait appeler les utopies du grand soir. L'idée que demain soir, on va faire la révolution et qu'on va changer complètement de société. Alors, ce type d'utopie est beaucoup moins importante au XIXe siècle, mais elle est bien incarnée, par exemple, au tout début du XXe siècle exactement, par 2 syndicalistes de la CGT, qui étaient anarchistes par ailleurs, qui étaient Émile Pouget et Émile Patot, qui ont écrit un livre qui s'appelle « Comment nous ferons la révolution » en 1909, et qui est une des rares utopies ouvrières que l'on connaisse. Et dans ce livre magnifique, ils décrivent comment, d'un seul coup, le monde ouvrier descend dans la rue et s'empare des leviers du pouvoir. Et ils décrivent une société où les syndicats reconfigurent complètement les relations sociales en distribuant des ressources à l'ensemble des individus, en organisant le travail, en mettant en place un système de revenus universel, etc. Voilà. Donc c'est un second type d'utopie, mais qui a été rejeté par le mouvement ouvrier, qui était déjà à ce moment-là très institutionnalisé. Et puis il y a toutes les utopies que je me permettrais d'appeler solaires, puisqu'elles ont eu une réception publique assez forte. En France, il y en a 2 principales, celle de Cabet et celle de Fourier. Alors c'est important de faire la distinction parce qu'elle renvoie à des choix sociaux et politiques extrêmement différents. Cabet, c'est le monde de l'horizontalité absolue. Il écrit Voyage en Icarie en 1840 et c'est l'incarnation d'une forme de communisme absolu, communisme au sens premier du terme, c'est-à-dire on met tout en commun. Et donc, à Icarie, qui est l'utopie pensée par
Étienne Cabet. L'idée, c'est que vous êtes logé, nourri, le travail, tout est organisé en fait par une instance nationale qui structure votre vie. Et il n'est pas étonnant finalement que ce type d'utopie ait davantage été accepté par les milieux les plus pauvres, les milieux ouvriers, alors que ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes, classes bourgeoises, étaient beaucoup plus réticentes, on comprend pourquoi, à ce type d'utopie. À l'inverse, Fourier a un succès beaucoup plus important dans les classes moyennes. Et lorsqu'on parle de Fourier, bien évidemment, on pense notamment au nouveau monde industriel dans lequel il décrit les phalanstères en 1809, je crois que c'est, ou 1819, je ne sais plus exactement. Et Fourier est aussi l'auteur de nombreux ouvrages comme La théorie des 4 mouvements. Et c'est une écriture complètement débridée, avec des mers de limonade, des poissons à tête de girafe, etc., dans lesquels on trouve quand même toute une série de choses extrêmement sérieuses pour penser une forme alternative d'organisation par rapport à la société existante. Alors, avant de rentrer dans le détail de Fourier, qui a eu un impact important sur la pensée des utopies et les pratiques des utopies, il faut dire une chose, c'est que Fourier, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ne souhaitait pas être taxé d'utopiste, parce que le mot utopie, au XIXe siècle, avait une connotation extrêmement négative, et pour Fourier, comme pour d'autres, utopie, c'était des rêves métaphysiques, brumeux, qui ne pourraient jamais voir le jour, l'utopie était synonyme d'impuissance, etc. Fourier voulait faire exactement l'inverse. À la fin de sa vie, tous les midis, il attendait la personne qui allait financer ces projets de phalanstères. Donc il voulait l'utopie ici et maintenant. Donc il y a vraiment un souci pragmatique de décliner ces idées qui étaient couchées dans ces livres. Alors Fourier a toute une série de principes centraux. Parmi les principes importants, c'est que la société fonctionne à la passion, pas au désir. Le désir ne s'éteint jamais. La passion peut être assouvie. Et donc c'est sur le principe de l'action passionnée qu'il faut recomposer la société. Et donc on trouve chez Fourier une espèce de grammaire, ou plutôt de mathématiques des passions qu'il va décliner dans ces modèles organisationnels que sont les phalanstères. Alors ces phalanstères sont intéressants à considérer puisque c'est une façon de donner vie très concrète aux principes très généraux que Fourier édicte. Alors ces phalanstères sont des espaces de vie qui accueillent 1000, 2000 personnes dans lesquels Fourier imagine une vie en commun. Et le point de départ consiste à dire, il n'y a pas que le roi qui ait le droit de vivre dans un palais, les phalanstères sont des palais pour le peuple, d'une certaine manière. Et donc on va donner les conditions de vie et de travail les meilleures possibles dans ces espaces où les gens partagent la cuisine, l'éducation, le travail, etc. Et avec une espèce d'obsession sérielle de la part de Fourier, consiste à partager le travail selon des principes en petites séries, avec des spécialisations extrêmement fortes. Par exemple, si on cultive des roses, il y aura le spécialiste des roses rouges, le spécialiste des roses jaunes, etc., etc. Mais avec l'idée que le travail doit tourner. Et ce qui est assez fascinant, c'est de constater qu'on trouve chez Fourier des principes d'organisation du travail, comme l'émulation, comme la variété du travail, comme le fait d'avoir des séances de travail extrêmement courtes, qui aujourd'hui nous servent en tant que sociologues du travail ou spécialistes des ressources humaines pour imaginer des formes alternatives de travail au taylorisme dominant. Donc l'utopie a cette vertu-là aussi de disséminer, mais parfois sur très long terme. Donc l'utopie du XIXe siècle a été effectivement un moment important, et ce moment a pris une tournure très concrète, surtout aux États-Unis, qui étaient au XIXe siècle l'espace de tous les possibles, donc la terre des utopies par excellence, où une quarantaine de phalanstères ont vu le jour. Le premier s'appelait Brook Farm. Parmi les plus connus, on va trouver... alors, il n'était pas fouriériste, mais frotté de fouriérisme, c'était Oneida, qui était un espace où John Noyce, qui connaissait un peu Fourier, mais qui ne se voulait pas fouriériste, appliquait quand même les principes de l'amour libre de Fourier, donc une quarantaine d'expériences. Et il y a également Réunion, qui est l'expérience de l'école sociétaire française, l'école sociétaire étant l'école fouriériste. Donc Réunion
et le phalanstère des fourriéristes français. Ils sont partis aux États-Unis, sous l'égide de Victor Considérant, qui était le chef de file de cette école, mais ça a été un échec absolu. Parce qu'il y a parfois loin entre les rêves de papier et leur mise en musique organisationnelle. De manière générale, ces phalanstères ont duré une dizaine d'années, et donc c'était un feu de paille qui a un peu duré, mais ça s'est écroulé par la suite. Voilà, donc deuxième moment important, qui était effectivement le socialisme utopique, qui n'est pas simplement des rêves de papier, mais qui s'est traduit par toute une série d'expériences concrètes. On va revenir aux États-Unis, mais puisque vous avez travaillé sur Godin, les poêles Godin, le familistère de Godin qui se trouve dans l'Aisne et que je conseille vivement de visiter, qui s'est arrêté donc en 68. 1968. 1968, oui, qui s'est arrêté en 1968. Et alors, est-ce qu'il y avait un peu des restes d'utopie fourriériste dans le familistère de Godin, qui est, c'est vrai, du point de vue de l'organisation du travail et de la manière dont les ouvriers étaient intégrés, disons, à l'usine, puisqu'ils vivaient dans ce familistère, et on peut visiter les chambres et les appartements. Est-ce qu'il y avait de l'inspiration utopique? Godin était un fourriériste. Il revendiquait l'héritage de Fourier. Il était membre de l'école sociétaire. Il a contribué activement à diffuser les idées de Fourier. Mais c'était un fourriériste qui, comme beaucoup d'autres fourriéristes, a fait son tri dans les doctrines de Fourier. Et après avoir été tenté de partir à Réunion, rejoindre précisément ses collègues qui étaient partis aux États-Unis, il a renoncé pour des raisons de santé. Et au lieu de partir à Réunion, qui était fondée au début des années 1850, il a fondé le familistère en 1859. Le principe de départ de Godin, c'est de retenir de Fourier plutôt l'aspect, disons, organisation sociale, organisation du travail, et non pas la dimension libertaire qu'on a découverte bien après dans l'œuvre de Fourier, et qui a été longtemps tenue par pudeur sous le boisseau. Ce que fait Godin, d'abord, c'est qu'il reprend l'idée de phalanstère, mais pour en faire un familistère. Et au départ, d'ailleurs, le familistère s'appelait le palais du travail. Donc on retrouve l'idée que le palais royal doit être une ressource qu'on va donner à tous les ouvriers. La grande thèse de Godin étant de dire, c'est qu'il faut donner aux ouvriers les équivalents de la richesse. Donc l'émancipation de la classe ouvrière ne passe pas forcément par l'enrichissement, par la croissance, dirait-on aujourd'hui. Elle passe par l'allocation d'autres ressources qui sont un logement propre, mais qui sont aussi une éducation pour tous, une information politique, etc., etc. Donc Godin fait ce pari, il construit donc le familistère qui mettra 20 ans à être construit. Et puis on retrouve dans l'organisation du familistère toute une série de principes effectivement fourriéristes. Alors un des principes qui est assez intéressant et qui est gravé dans le marbre de l'architecture, c'est par exemple le fait qu'il faut un accès égal de tous aux ressources. Et le familistère a 3 étages, et les fenêtres au bas du familistère sont plus hautes que celles du haut du familistère, tout simplement pour que les gens qui habitent en bas du familistère, dans le pavillon du familistère, aient autant de lumière que ceux d'en haut. Donc vous voyez, tout ça se niche dans toute une série de détails, mais qui structurent la vie du familistère. Et puis, Godin va essayer de faire des innovations très proches de ce que Fourier préconisait. Par exemple, il est un des premiers à vouloir rémunérer les talents, parce que Fourier considérait qu'il y avait 3 facteurs de production, le capital, le travail et les talents. Et Godin imaginait, il a introduit en quelque sorte la démocratie industrielle dans ses ateliers, en faisant voter ses ouvriers pour pouvoir répartir des enveloppes de salaire en fonction de l'apport des ouvriers et notamment de leurs talents. Mais les ouvriers ne l'ont pas entendu de cette oreille-là et ont joué la carte plutôt de la solidarité plutôt que de la reconnaissance de la méritocratie. Godin a aussi essayé de mettre en place le système de série qu'on trouve extrêmement développé dans les écrits de Fourier, mais ça n'a pas très bien marché. Donc ces innovations fourriéristes ont un peu fait flop. Et donc du coup, Godin a changé son fusil d'épaule en 1878 exactement. Il prend un peu de distance avec Fourier en disant « je vais essayer autre chose » et ça va être l'association du capital et du travail. L'idée, toujours inspirée de Fourier, c'est que les ouvriers deviennent eux-mêmes les propriétaires de leurs moyens de production. Et donc on fait
On supprime l'opposition entre le capital et le travail, et pour la première fois, on invente d'une certaine manière l'autogestion en pratique. Et en 1894, les ouvriers de Gaudin sont propriétaires de leur usine. Alors, reste que Gaudin reste quand même le patron, c'est lui qui prend les grandes décisions, etc. Mais on trouve effectivement dans l'expérience Gaudin du familistère de Guise des traces très très concrètes de l'utopie de Fourier. Alors, vous avez publié Un désir d'égalité à l'automne 2019. C'est un livre qui est consacré aux communautés intentionnelles aux États-Unis, à ce qu'on peut appeler aussi des utopies concrètes. Et c'est ça qui vous intéresse. Alors, parlez-nous de ces utopies concrètes et de ces communautés, notamment une que vous avez visitée et qui existe depuis 1969. 67, pardon, et qui est encore aujourd'hui vivante. Alors d'abord, comment s'est passé pour vous cette observation de cette communauté intentionnelle, mais vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme. Oui, mon hypothèse, c'est que nous vivons aujourd'hui un troisième âge des utopies. Après mort, après les utopies socialistes, notre présent regorge d'utopies, pour reprendre une expression de Marcel Gauchet, qui sont nichées dans les plis du présent. Et donc, il y a des expérimentations concrètes. Et j'ai emprunté à Ernst Bloch, le philosophe marxiste, la notion d'utopie concrète pour penser le fait que nous avons passé le temps des purs rêves de papier à un temps où les utopies sont incarnées par des gens qui ont les ressources, les moyens, y compris intellectuels, et se défont en fait des maîtres rêveurs d'hier pour pouvoir produire en toute autonomie des utopies sur le terrain. Alors ça prend notamment la forme de ces communautés intentionnelles aux États-Unis. Le terme de communauté intentionnelle fait référence à des groupes d'individus, de personnes, 5, 6, jusqu'à 100, voire plus personnes, qui décident de poursuivre un but commun, une intention commune, qui peut être politique, qui peut être de vivre proche de la nature, qui peut être de faire reconnaître des orientations sexuées précises et qui souvent sont marginalisées dans la société dominante, etc. Et deuxième caractéristique de ces communautés intentionnelles, c'est qu'elles mettent en commun tout ou partie de leurs ressources. Donc on va retrouver des principes qui infusent depuis mort toutes les réflexions utopiques, c'est passer à un autre stade d'organisation sociale où on partage tout ou partie de ses ressources, et c'est ce que font effectivement ces communautés intentionnelles. Alors Twin Oaks, c'est effectivement une bonne illustration. Twin Oaks, c'est une communauté intentionnelle qui a été fondée en 67. Elle est située en Virginie. Elle a fêté ses 50 ans en 2017, continue de fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que très tôt, Twin Oaks a revendiqué le terme d'utopie pour caractériser ses propres pratiques. Et les Oakers, comme on dit, les communards, comme on dit, les gens qui vivent dans ces communautés intentionnelles, disent en fait on est plus proche de l'utopie que du paradis. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils ont inventé des choses nouvelles, qui rompent avec ce qu'ils appellent le grand monde, c'est-à-dire la société environnante, mais que pour autant, on est encore loin de la perfection. Alors quels sont les principes qui structurent de façon utopique ces communautés, et à Twin Oaks en particulier? Premier principe le plus important, c'est que lorsque vous devenez membre de la communauté, vous partagez tous les biens. Donc on met une croix sur la notion de propriété privée, tout est propriété collective. Ce qui veut dire qu'à Twin Oaks, mais comme d'autres communautés intentionnelles de ce type, vous êtes logé sans rien payer, vous êtes nourri sans rien payer. À Twin Oaks, par exemple, il y a ce qu'ils appellent un comic clothes, c'est-à-dire un magasin, mais on ne paye pas, bien sûr, où vous avez des tas de chemises, de pantalons, de chaussures, etc. Et chacun vient chercher ce qu'il veut et il le porte le temps qu'il veut. Donc on met tout en commun, et même la terre et les bâtiments appartiennent à l'ensemble des membres. Mais en contrepartie, il faut travailler. Et donc, une des pratiques structurantes de l'organisation sociale à Twin Oaks, c'est le travail. Les gens travaillent 42 heures par semaine, y compris le dimanche. Mais ce qui est intéressant, c'est que les communards, en pensant leur utopie de mise en commun totale, ont subverti aussi la notion de travail.
Et par exemple, à Twin Oaks, l'idée, c'est de dire on va étendre le domaine de définition du travail. Travailler, c'est pas simplement produire des hamacs ou du tofu comme ils le font pour vendre à l'extérieur et avoir des revenus, mais travailler, c'est par exemple aussi faire la vaisselle. Et faire la vaisselle, ça rentre dans les 42 heures que l'on doit à la communauté. Travailler, c'est s'occuper des enfants. Travailler, c'est former des personnes qui arrivent pour leur permettre d'apprendre à bricoler des voitures. Et comme ça, les communards ont à leur actif une vingtaine de métiers dans leur portefeuille de compétences. Mais travailler, ça peut être aussi aller protester dans une manifestation à Louisa et à Charlottesville contre la politique de Trump. Donc tout ce qui est considéré comme socialement utile fait partie du travail. Donc on dévoie complètement la notion de travail qui est la contrepartie nécessaire pour pouvoir être membre de plein droit dans la communauté. J'ajouterai, dernier élément, dernière ligne extrêmement essentielle, extrêmement forte de cette communauté intentionnelle, c'est l'orientation féministe et de manière plus générale le souci de reconnaître la pluralité des orientations sexuées des personnes qui vivent dans ces communautés intentionnelles. À Twin Oaks, le féminisme est important depuis très longtemps. Il y a un bâtiment qui est réservé aux femmes. Il y a des temps de vie qui sont réservés aux femmes. On est extrêmement soucieux que les tâches qui sont réputées masculines soient également accessibles aux femmes, etc., etc. Mais ce qui est aussi notable, c'est que depuis quelque temps, ces communautés intentionnelles accueillent aussi de jeunes queers qui ont du mal à trouver leur place dans la société américaine. Et tout ça se traduit par toute une série de pratiques, à commencer par le fait que, pour parler comme Erving Goffman, les stratégies de présentation de soi dans ces communautés exigent que lorsqu'on dit « voilà, je me présente, je m'appelle un tel, appelez-moi » ou quand vous m'appelez, dites « i » pour il, she pour elle, ou co, donc qui est un troisième terme qu'ils ont inventé, qui est intraduisible en français, qui désigne un troisième sexe dans lequel vont se reconnaître une partie de ses membres et qui sont reconnus à part entière et respectés et qui vivent leur orientation sexuée beaucoup plus librement qu'ils ne peuvent le faire dans le grand monde. Est-ce que le polyamour fait partie des principes utopiques dans cette communauté? Oui, le polyamour a été développé depuis quelques années déjà. Alors, pour éviter toute confusion, polyamour et orgie sexuelle, ça n'a rien à voir. Donc, le polyamour, c'est le fait pour une personne de ne pas être attaché à une autre personne exclusivement et d'avoir éventuellement un autre compagnon, voire deux. Mais en général, dans ces communautés, le polyamour se vit à 3 personnes, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Mais c'est quelque chose qui est complètement accepté au nom du fait qu'il n'y a aucune raison d'accaparer privativement une autre personne par le biais d'une attache affective. Ce qui correspond à la philosophie du partage et de la mise en commun qui structure ce type de communauté intentionnelle. Alors ce type de choses se développe, ce qui n'est pas sans drame parfois, parce que la jalousie n'est pas toujours facile à vivre pour les communards. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on voit dans ces communautés l'organisation de camps, de camps, de stages, pourrait-on dire, d'ateliers, pour apprendre aux communards à vivre le polyamour, à avoir des règles de respect mutuel pour pouvoir gérer ce type de relations affectives, sexuelles, particulièrement singulières, et qui commencent d'ailleurs à se développer un tout petit peu dans le grand monde. Mais comme souvent, ces communautés sont des lieux où on expérimente à plus grande échelle les formes d'innovation sociale que l'on voit poindre un peu partout ailleurs. Cette communauté de Twin Oaks, elle est extrêmement proche de la nature et la dimension écologique est extrêmement importante. Dans la mesure où nous sommes aux États-Unis, c'est vrai que l'histoire et l'affiliation par rapport à Thoreau notamment, et son livre Walden, le rapport à la nature et à la nature sauvage n'est pas du tout le même. Alors, quelle est la dimension utopique au regard de cette question de la nature? La nature a toujours été, je dis toujours, mais il faut bien sûr relativiser, une référence majeure dans la pensée utopique parce qu'elle est pensée comme le lieu de toutes les renaissances possibles et de toutes les expérimentations pour se laver de toutes les impuretés du monde industriel, urbain, etc. On pourrait remonter à Morelli, qui avait écrit le Code de la nature en 1755, si ma mémoire est bonne, où il disait qu'il faut respecter le Code de la nature pour pouvoir échapper au déclin
dans lequel est pris le mouvement de déclin dans lequel est pris le monde contemporain. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, il y a un mouvement dont Thoreau est une grande figure. Thoreau écrit Walden en 1854, je crois, quelque chose comme ça. Il va magnifier la nature, il analyse sur différents types de registres, mais un des registres, fondamental, c'est que la registre est le lieu de toutes les émancipations possibles. Et il le vit lui-même en allant passer 2 ans, 2 mois et 2 jours à côté d'un lac du côté de Boston. Pour la petite histoire, il voyait quand même ses amis et sa famille tous les jours, mais quand même, il y a un mythe de la nature qui a été forgé quasiment de toutes pièces par Thoreau et qui va de pair avec son engagement en faveur de la résistance civile par rapport à tous les pouvoirs institués, qui fait qu'effectivement, Thoreau va nourrir un imaginaire parfois anarchiste, qui va être un moteur contre toutes les formes d'oppression hiérarchisées, etc. Alors dans le cas de Twin Oaks, on retrouve effectivement cet imaginaire de la nature qui est médié par une deuxième personne qui est Skinner. Skinner était un psychologue behavioriste très connu aux États-Unis dans les années 70 et qui, en dehors de son activité de psychologue, a rédigé un ouvrage qui s'appelle Walden II, qui est apparu après-guerre, dans les années 1950, dans lequel il dit « Walden Thoreau, c'est bien, mais il faut socialiser, en quelque sorte, il faut imaginer des formes de communautés utopiques où on va hériter de cette volonté de revenir à la nature, mais en organiser la façon de vivre ensemble. » Et Walden II était une matrice qui a servi à certaines communautés utopiques aux États-Unis pour pouvoir imaginer dans les années 70 la façon de vivre ensemble. Et Twin Oaks est né de ça. Mais très vite, ils ont pris leur distance avec Skinner. Ils ont gardé quand même quelques préceptes d'organisation. Le fait que, par exemple, la communauté à Twin Oaks, il y a une centaine de membres, dont une quinzaine d'enfants. Et donc, ils élisent régulièrement ce qu'ils appellent des planners, c'est-à-dire des gens qui ont à voir pour souci de piloter à moyen terme la communauté, mais ces planners ne sont planners que pendant 18 mois, donc ça tourne systématiquement. Et ils sont tous également responsables de secteurs d'activité, ce que Skinner avait imaginé, en donnant la responsabilité de ces secteurs à ce qu'ils appellent des managers, et on retrouve ça également à Twin Oaks. Et Twin Oaks, surtout, étant, comme on disait dans certaines émissions de radio, dans un écrin de verdure. C'est-à-dire que les 3/4 du terrain de Twin Oaks, ce sont des sous-bois. On est dans la nature complète et il y a une volonté de respecter et de vivre en connivence avec la nature qui est forte et qui se traduit déjà par la façon d'être, c'est-à-dire des vêtements simples, pas de maquillage, etc. Donc on revient à des modes de vie naturels et ces modes de vie naturels se disent aussi par l'importance qui est donnée à l'agriculture. Il y a beaucoup de jardins et 60 à 70% de l'alimentation de Twin Oaks vient de ce qui est cultivé sur place dans les jardins que cultivent tous les jours les Oakers. Et vous, après 5 semaines d'observation à Twin Oaks, avez-vous le sentiment d'avoir un peu changé votre vision de l'existence et du travail ? Comme dans beaucoup d'expériences alternatives, j'ai découvert des manières de s'organiser et de travailler, toute une série d'impératifs de type écologique. J'ai compris comment on pouvait très concrètement au quotidien les mettre en œuvre. Donc bien sûr, ça ne laisse pas indifférent. Reste que malheureusement, je ne pourrais pas vivre à Twin Oaks pour des raisons simplement d'âge. J'ai passé l'âge des 50 ans et maintenant, on ne peut plus vivre à Twin Oaks après 50 ans pour une raison simple, c'est que Twin Oaks a besoin de force de travail en pleine santé et comme 1/3 des membres de Twin Oaks ont plus de 50 ans, les communautés intentionnelles vieillissent également, eh bien, ils font le choix de ne plus recruter de membres seniors dans leur communauté. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, s'inventent des communautés intentionnelles dédiées aux seniors. Donc voilà, un destin possible.